Moi, j'ai plein de gens qui viennent, qui ont des bacs plus 5, qui savent pas trader, ils y arrivent pas. Sur du scalping court terme où tu cherches un peu de volatilité. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour être viré d'une institution? Il était 8 ou 10 à gagner plus que le PDG de la banque. Un trader junior, le salaire moyen, c'est 200 000 l'année. Aujourd'hui, on travaille 1 heure, 1 heure et demie par jour. Et si tu respectes pas cette règle, tu dégages. Il y a les gens qui se sont fait arnaquer par des courtiers véreux. Il a failli faire sauter la banque. Il laisse tomber. L'argent que t'as envoyé, tu le reverras jamais. Du trader tout seul qui gère 50 milliards. Allez, bonjour Nico, en tout cas j'espère que tu vas bien. Salut en tout cas je suis content parce que moi, comme je te l'ai dit, je t'ai déjà rencontré dans pas mal de podcasts, j'ai déjà vu un peu et écouté pas mal de ton histoire et je pense que c'est important aussi que sur la chaîne Impact Trading, on partage ta belle histoire. Est-ce que tu peux te présenter Nicolas un peu en quelques lignes? Qu'est-ce que tu as, les grandes lignes de ta vie forcément par rapport au trading, au domaine de l'investissement aussi, qu'est-ce que tu as pu faire? Ouais, bien sûr. Mais avant ça, j'aimerais te remercier toi parce que il y a pas beaucoup de gens qui montrent ce qu'ils font et qui sont aussi sympathiques. Et j'aime beaucoup ta chaîne aussi. Merci. Voilà, donc c'était pas de la promo pour Seb, mais j'ai une affinité pour Seb. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc il y a 2-3 personnes comme ça avec qui je. C'est réciproque. Merci à toi en tout cas d'être là. Moi, alors je suis pas tout jeune. J'ai commencé en juillet 2000 en bourse, donc juste après l'euro. J'ai commencé chez un courtier. Après, on est passé sur du trading, une filiale d'une banque française. Okay. Alors, je dis sans me cacher, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé dans une période où il y avait il y avait beaucoup de boulot pour plein de gens. Donc, j'ai réussi à rentrer facilement parce que c'est des postes qui sont en général réservés à des gens qui font certaines études et les anciens de ces études vont avancer leur pion. Donc, je suis arrivé à un bon moment. Juillet 2000, c'était parfait. C'était avant la crise 2001. 2001, la crise arrive un peu plus compliquée, mais j'avais commencé à faire mes armes, ils m'ont gardé. Et là, pour le coup, j'ai commencé ma carrière comme ça. J'ai fait une dizaine d'années en institution. Donc, j'ai fait plusieurs choses parce que si tu fais que du trading pendant 10 ans, c'est un peu dommage. Donc j'ai fait, j'ai commencé par le brokerage. Ça m'a permis de savoir comment passer un ordre sur la bourse, comment ça se passait, comment ça fonctionnait. J'ai vu Euronext au début, c'est-à-dire qu'il y a des jours où la bourse n'ouvrait pas parce que problème technique, etc. Ouais, donc c'est toute cette partie-là en plus. Ouais, 2000, c'était. Ouais, c'était. Ça remonte. C'était énorme. C'est vrai que c'était même pas popularisé, tu vois, sur les réseaux, le trading. C'était le début parce que tu vois, les gens n'étaient pas équipés. C'est ça. Internet, c'était 512. Oui. Voilà, donc ça mettait du temps. J'étais jeune, 2000, moi, j'avais 16 ans. Ouais. J'allais dire, dis-moi que tu étais à l'école. J'avais 16 ans, donc j'étais très jeune quand même. T'avais déjà commencé? Non, pas du tout. Ah bon. Non, pas du tout. Non. Et puis j'ai fait des produits structurés, ça j'ai adoré. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Produits structurés très sympa parce que du coup tu vas écouter un besoin d'un client et puis tu vas lui trouver des produits qui vont allier des options, des actions, un petit peu de tout en fonction de ce qu'il veut, des indices souvent parce que les actions il y a toujours un risque sur les entreprises, mais indices tu vas répartir le risque donc c'est plus sympa. En tout cas c'est plus intéressant. Et donc c'est structuré en fonction de la performance que la personne souhaite. Et à ce moment-là on crée le produit et puis on lui apporte la performance avec un risque limité. Mais qu'est-ce qui t'a donné un petit peu envie, tu vois, comme tu dis, tu as été en institution pendant des années, trader, investisseur, tu t'es vraiment développé. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté tout simplement comme tout le monde, un peu dans le trading et qu'est-ce qui t'a donné c'est quoi, un déclic, quelqu'un, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui t'a inspiré pour vraiment évoluer Non, quand tu regardes les salles, alors aujourd'hui les salles ont beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de modifications. Avant les salles c'était rempli de gars qui bossaient. Il y avait les market makers, mais les market makers aujourd'hui sont les ordinateurs, parce qu'un ordinateur voilà. T'avais les arbitragistes. Arbitragiste, c'est avoir un prix qui soit correct sur plusieurs marchés. Là, c'était à la mano, c'est passé à l'ordinateur. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les salles qui ont été remplacés par des ordinateurs. Ça, c'était un fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a encore évolué, mais bref. Donc, on sentait que ça changeait. Le trading commençait à changer parce qu'aujourd'hui, dans une salle de marché, tu as surtout ce qu'on appelle des quants, c'est-à-dire des gars qui sont très forts en mathématiques et qui, pour eux, c'est un tick, en fait, c'est des chiffres. Ouais, voilà, c'est juste des mouvements de chiffres dans des algos. Alors, il n'y a pas que ça sur le marché. Alors qu'en retail, c'est vrai qu'on se base plus sur une stratégie... Ouais, on se base sur des... C'est complètement différent. Moi, j'ai envie de te dire que un retail, il va plus aller vers un gestionnaire de fonds. Voilà, j'ai rencontré pas mal de gestionnaires, j'ai encore des copains qui sont en gestion de fonds, et ça c'est un métier qui m'intéresse beaucoup parce que il y a un élément principal, c'est un peu d'éthique, c'est-à-dire qu'on va investir dans une entreprise pour l'aider à progresser, à croître, à se développer, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais il y a aussi une partie d'aller chercher une tendance, tu vois, des choses comme ça, qu'un algo va pas aller chercher. Et donc les journées où il y a des algos, c'est les journées où il n'y a pas de gros opérateurs. Ouais, donc 2-3 jours avant une Fed ou une BCE, des choses comme ça. On attend l'inflation en fin de semaine, il n'y aura rien, NFP, des choses comme ça.
Mais donc on sait un peu comment ils travaillent, hein, support résistance, fake break, V-shape, et puis c'est parti. Mais quand il y a du mouvement, et ben en fait on reste sur des gestionnaires de portefeuille qui vont prendre des positions sur le marché et qui sont tellement importants qu'ils vont décaler le marché. Alors c'est pas eux qui vont sur la bourse, ils passent par un courtier qui a lui son travail d'essayer d'affiner son prix. Donc, voilà, les choses ont changé. C'était une autre époque. Le marché sont allés plus vite. T'es déçu un peu de cette époque ? Non, pas du tout. Et quand tu vois les salles, t'acceptes l'évolution. Ah non, moi j'ai adoré. Okay. J'ai adoré. Puis on a fait des trucs de fou. On est parti avec notre boîte. On partait. Ils nous ont loué un TGV. Ils avaient mis le logo de la société sur le TGV. J'ai conduit le TGV. Donc on est allés tous dans la machine du TGV. Le mec il nous dit tiens le volant. Donc c'était archaïque. Et puis en 2000 le mec il avait pas de confort. Il espèce de strapontin. Il tenait son volant. Mais voilà, on a fait des trucs de fou. On s'est marré quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai vu un petit peu dans les témoignages que j'ai vus de toi, c'est vrai que tu as une grosse discipline quand même. Est-ce que tu penses que ça a été un élément, justement, en 2000 qui t'a permis de réussir, hein, bien sûr, dans ce domaine, ou c'est vraiment autre chose Il y a deux éléments qui ont apporté cette discipline. La première, c'est quand tu es en institution, tu n'as pas le droit à l'erreur. Sinon, tu dégages. Ouais, tu dégages. Donc, tu n'as pas le choix, en fait. Et moi, c'est ce que je dis à certains de nos élèves ou aux gens que je croise qui me disent « Mais comment on fait ?» Je dis, en fait, c'est à vous de décider. C'est à toi de décider, je m'arrête ou je m'arrête pas. Voilà, donc tu as une règle à respecter. Si tu respectes pas cette règle, tu dégages. Ah ouais, donc là, tu respectes. Sinon, voilà, tu t'en vas. Et le deuxième élément, souvent, qui fait changer les gens, et un gars avec qui je travaille, qui est très sympa, qui l'a marqué aussi, moi ça m'a marqué, c'est les pertes. C'est-à-dire qu'un jour, tu prends une perte que tu voulais pas prendre parce que tu es allé au-delà de ta limite. Et donc ça, c'est plus quand tu es particulier. C'est-à-dire que nous, on est trader pour compte propre, on n'est plus en institution. On est 4 à trader des fonds. Et plus personne ne dépasse sa limite et personne ne le fait. Mais quand tu l'as fait une fois dans ta vie, tu vois, c'est un peu comme le NASCAR. Tu connais Nigel Mansell, champion de Formule 1, il a fait du NASCAR, tu tournes en rond, etc. Les mecs ils disent ouais, c'est rien. Il a dit tant que t'as pas tapé le mur, tu peux pas savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils vont très vite, ils sont en dérapage machin, mais quand tu tapes pas le mur, tu sais pas ce que c'est que NASCAR. Et en fait, c'est un peu le même principe. Quand tu tapes pas un mur, eh ben tu sais pas ce que c'est. Et après, tu peux répéter 50 fois les choses aux gens pour leur dire fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, tant que eux ne le font pas, pour constater ça marche pas. Ça marche pas. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement du côté maintenant un peu, tu as été en institution. Quel est pour toi, on va dire vraiment le gros avantage et l'inconvénient d'être en institution et d'être un trader retail? Moi, ce que je cherchais, c'était de l'indépendance, de la liberté, de la tranquillité. Aujourd'hui, on travaille 1 heure, 1 heure et demie par jour. C'est parfait, tu vois. C'est ce qu'il nous fallait. Le matin, bon, j'en ai un qui fait le DAX, l'Eurostoxx, donc lui, il bosse un peu le matin. Mais il n'y a rien, on fait rien. Voilà, on a cette liberté-là. Quand tu es en institution, tu as des horaires assez compliqués. Le soir. C'est quoi les horaires un peu d'un trader institutionnel? Tu fais un petit morning briefing, un morning meeting, donc c'est 7h, 7h30 le matin, et puis tu pars, il est à 19h, 20h. Si tu as une petite pause qui traîne et que tu vas gérer sur les futurs, tu vas rester jusqu'à 22. Donc là, est-ce qu'on peut parler d'overtrading quand tu fais des horaires comme ça? Non, parce qu'en fait tu as des positions, c'est moins du scalping à la minute, c'est des positions que tu vas garder un peu plus longtemps. Et comme tu as un peu plus d'importance sur le marché, que tu vas avoir des exécutions partielles dans tes éléments, là tu peux pas en fait faire comme tu veux. Et sortir une position, tu fais pas juste un claquement de doigts. Donc il faut que tu réfléchisses un petit peu à cette position. Tu vas la maintenir si les choses se changent. Tu vois que la tendance elle s'inverse parce que le marché, le matin européen, je dirais pas qu'il est facile, mais il est assez cas d'école. Retracement simple, avec le DAX ça se passe bien. Voilà. L'après-midi, les Américains arrivent, c'est les cow-boys, quoi. Ça part dans tous les sens. C'est ça. Ils peuvent monter, descendre, il y a un algo, une stat qui sort, etc. Donc, quand tu as des positions que tu peux pas te permettre de les lâcher comme ça, tu es obligé de les accompagner sur la durée, sur la gestion des risques. Donc, tu gardes ta position, mais tu vas prendre un produit en face qui va te permettre de te couvrir un petit peu. Et puis après ça, donc, ce qu'on appelle par exemple de faire du synthétique, c'est-à-dire tu vas prendre des positions sur les futurs sans stop, mais tu as une option en face qui va te couvrir. Voilà, donc j'en ai un, celui qui fait le DAX. Celui qui fait le DAX, chez nous, il fait ça. C'est-à-dire qu'il ne met jamais de stop, mais il a tout le temps une option en face. Et un jour, il n'a pas mis d'option, il s'est pris moins de 18 000. Et donc, ce jour-là, ça lui a fait 2 semaines mortes. C'est ça. Et c'était dans ses débuts. Et donc, il a dit plus jamais. Et maintenant, son stop ou son option en face, en fait, sa gestion des risques, c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui fait que après et tu penses qu'il y a quand même un côté, on va dire, sur la psychologie, parce que moi, j'aime bien parler de ça. Je trouve que c'est plus important qu'une stratégie. Est-ce que tu penses que quand tu étais en institution et maintenant en mode retail, est-ce que tu penses que ta psycho, elle est complètement différente? Ou alors, travailler en institution, c'est pas je m'en fous, parce que c'est pas ton argent, mais est-ce que tu as senti une différence entre c'est mon portefeuille,
c'est ma thune. Voilà, on va dire les choses. Et là, par contre, je trade avec un capital, c'est en institution, donc c'est pas forcément mon... Moi, je touche un salaire, mais c'est pas, ça m'impacte pas. Ouais, c'est un peu comme retail, compte propre et propre firme. C'est ça, ouais. C'est pas ton argent. Alors, je dirais non, parce que si tu fais n'importe quoi, t'es viré. Donc, t'as quand même un salaire. Mais c'est quoi, quand tu dis être viré? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour être viré d'une institution? C'est quoi? Si t'as pas des bons résultats, en fait, t'es par groupe, c'est par équipe. Hein. Ouais. Un desk de trading, on est plusieurs sur un desk. Et s'il y en a un qui s'en va, s'il y en a un qui fait n'importe quoi, eh ben on va le prendre et puis on va le mettre ailleurs, on va le mettre dans un petit poste où il sert à rien. Parce qu'en fait, quand t'es par exemple 4 sur un desk, ok. Alors c'est 7 ou 11 en général. 7 ou 11, ça veut dire que s'il y en a un qui merde dans l'équipe, ça t'impacte toi. Ça impacte les autres. Ok. Donc du coup, tu sens que l'ambiance elle est moins sympa. C'est ça. Voilà. Donc si c'est pas ton pote, l'ambiance elle est pas forcément là. Donc l'esprit d'équipe il est pas là. Après, il y a une grosse partie de la rémunération qui est variable. Donc, si tu fais pas des bonnes performances, bah, ta rémunération, elle est pas extraordinaire. Hein. Et c'est quoi un pourcentage d'une rémunération de... Je dis n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais un exemple. Un exemple, c'est ça. Un trader, alors je vais dire junior, c'est-à-dire c'est pas un gars qui a fait ses preuves depuis quelques années, mais un trader junior, c'est 3-4 000 euros par mois. Donc c'est déjà pas mal, si tu veux. Oui, c'est sûr. Mais 3-4 000 euros, alors qu'on regarde Wall Street et qu'on se dit, putain, c'est génial, les mecs, ils font des millions, non. Ouais. Après, bon, chez Morgan Stanley, par exemple, un salaire moyen, c'est 200 000 l'année. Mais les Américains, ils payent un peu plus. Ouais. Mais sur des juniors, ce qui va vraiment faire l'upgrade, ça va être ce que tu vas faire comme performance. Après, il faut retirer de sa tête qu'il y ait le trader star qui gagne beaucoup d'argent. C'est toujours par équipe. Et si tu veux gagner de l'argent, ceux qui gagnent le plus d'argent, qui ont les plus gros salaires, moi, quand j'y étais... Il était, je crois, 8 ou 10 à gagner plus que le PDG de la banque. Ah ouais. Mais ces 8 ou 10, c'était pas un gars tout seul sur un desk qui fait des clics. C'est le patron de tous les produits dérivés qui a géré son équipe et qui a géré et qui a fait tant machin et qui se prend 50 ou 80 millions d'euros de bonus. Ça, c'est celui qui gagne beaucoup d'argent. Donc, pour arriver patron, il a fallu monter des échelons, tu vois. Donc l'histoire, la belle histoire de petit trader dans son coin, etc. Sans le nommer, celui qui était à la SG, mais il y avait aussi celui de la Barings, Nissan, qui, voilà, eux ils ont pris des positions qu'on leur a autorisé à prendre, parce que bien entendu, il y a un moment, il faut quand même une autorisation pour aller grimper un peu là-dedans. On a essayé d'en faire peut-être des stars à un moment, mais ça, tu vois, ça se finit mal en fait. C'est un peu comme Jérôme Kerviel, un peu. C'est un peu l'histoire du trader, qui. Du trader tout seul qui gère 50 milliards. C'est ça. C'est incroyable cette histoire. Ouais, c'est fou. Ça t'inspire, ça, un peu des histoires comme ça ou ça me fait peur. Tu t'en fous complètement. Non, ça me fait peur parce que, ça me fait peur, parce que il a failli faire sauter la banque. Alors voilà, t'as 80 000 ou 100 000 salariés. Et comment ça se fait que t'expliques qu'un gars comme ça, il a pu faire sauter la banque? Parce qu'il y a quand même, je pense, quand vous bossez en institution, voilà, des règles, bien sûr, des signaux qui vous alertent. On ne fait pas non plus ce qu'on veut. Et puis, tes engagements sont connus par la bourse. C'est ça. Donc, lui, il était sur l'Eurex, parce qu'il avait jusqu'à 1 million de contrats Eurostoxx et 100 000 DAX. Donc, c'est pas mal. La bourse sait qui tient ses positions. Donc, elle ne va pas en parler juste aux traders, directeurs financiers, patrons, etc. Donc, les gens savent à peu près, tu vois. Donc, non, ça, c'est des choses, surtout que c'est que du directionnel, donc c'est chaud d'avoir autant d'engagement. Tu vois, il y a un fonds qui s'appelait LTCM, dans lequel il y avait Greenspan, qui était l'ancien président de la Fed, qui a sauté aussi, parce que trop d'engagement, en fait. Donc, finalement, quand tu prends trop de levier, ça peut faire des belles histoires très temporairement, mais ça finit souvent mal. Ok. Voilà. Donc, non, ça me... Dans la gestion des risques, dans ce métier-là, finalement, tu te rends compte que ça fait rêver de se dire, tiens, je vais mettre 1 euro et je ressors avec 100 000. Mais est-ce que tu penses qu'un gars comme ça, il aurait pu éviter cette fin? En fait, on va dire, toi, quand tu regardes toute son histoire, elle est incroyable. Moi, ça me fait vraiment incroyable. Et tu te dis, est-ce qu'il aurait pu, tu vois, s'arrêter avant? Il aurait pu prendre moins d'engagement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et se dire que comme à la fin, t'es payé avec des pourcentages de ce que tu gagnes, il y a aussi ce biais qui est un petit peu négatif, quoi, qui te pousse à faire des bêtises. Alors que toi, par exemple, non, t'étais pas... on est tous un peu comme ça, si tu veux, mais t'as un patron qui dit les engagements, c'est comme ça. Voilà. T'as une limite, en fait. T'as aussi une limite d'engagement. Là, il y a des choses qui sont pas normales. Mais t'as une limite d'engagement. T'as pas le droit de traiter plus d'un certain nombre de lots. T'as pas le droit de perdre plus d'un certain montant par jour. Voilà, tout ça, c'est encadré.
Donc, c'est ça. Et chaque personne est encadrée. Et comment t'as abordé? T'as fait des études, c'est ça? T'as appris sur le tas, non? Moi, j'ai fait des études en finance. Alors, rien d'extraordinaire, un DESS finance, donc c'est un master aujourd'hui, à la fac, en fait. Quand même, voilà. Oui, mais je veux dire, à la fac, je ne suis pas sorti de Polytechnique. Non, oui, t'as pas été jusque-là. Oui. Voilà, et j'ai pas fait Dauphine, qui est le diplôme phare, mais ce que je dis, c'est que je suis arrivé à un bon moment. Parce qu'on cherchait du monde. Et après, quand je suis rentré là-dedans, j'ai fait mes preuves. De toute façon, le diplôme, ça ne sert qu'une seule fois. C'est quand tu rentres la première fois. Après, on va chercher ton expérience professionnelle. Donc, c'est après que là, tu deviens intéressant et que c'est sympa, les diplômés. Mais il y a plein de diplômés qui n'ont jamais passé un ordre et qui n'ont jamais vu une réunion de banque centrale. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que ça en vient un peu, moi, tu vois. Je suis côté retail, je suis pas côté forcément institutionnel, parce que j'ai pas vécu cette façon de faire. Est-ce que tu penses que c'est un frein aujourd'hui? Parce qu'on l'entend souvent, tu vois, de traders qui viennent d'institutions, qui proclament le diplôme, la fameuse expérience en institution pour réussir dans ce domaine et un petit peu, tu vois, dévaloriser le côté retail en disant non, t'es un retail, tu vas jamais réussir dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette... Je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux parce que c'est écarter des gens qui ont des compétences. Et c'est l'avantage des preuves fiables, c'est de montrer des gens qui ont des compétences. Mais c'est malheureux de faire ça parce que finalement, quand tu fais tes études, tu vas connaître toutes les formules Black-Scholes, les mathématiques, les options, tous les produits. Tu te fais servir un structuré, c'est super. Ouais, c'est super. Est-ce que tu as les compétences pour le faire? Et puis, on va t'apprendre, comme dans n'importe quelle étude, tu vois, tu fais médecine, tu apprends un tronc commun. Mais après, c'est à toi de choisir ta voie. Donc, quand tu sors d'études financières, y en a plein qui font des études financières qui font jamais de trading parce qu'ils aiment d'autres choses, parce qu'ils font de la gestion, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais les connaissances dont tu as besoin, en fait, pour moi, sont plus des compétences, d'un sens dans l'observation, une bonne gestion des émotions. Et finalement, apprendre sur le tard, c'est génial parce que tu dois tout à toi et à personne d'autre. Et puis, c'est comme ça qu'on avance, en fait, pour moi, dans la vie. Avec le recul. C'est ça, ouais. Avec le recul, mes études, elles m'ont permis d'avoir mon premier boulot. Mais elles m'ont pas permis d'avoir ton niveau, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'apprendre tout ce que j'ai appris, c'est l'expérience qui l'a fait. Et je pense que, comme tu le dis, pas faire un amalgame sur le fait que diplôme égale réussite, c'est faux, parce qu'on a plein de cas de personnes qui ont des diplômes. Moi, j'ai plein de gens qui viennent, qui ont des bacs plus 5, qui savent pas trader, ils y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et ils se disent, mais attends, j'ai des connaissances, je sais faire ça, j'ai compris comment... Mais ils n'y arrivent pas, parce que humainement, ils ne sont pas faits pour. Après, c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde, comme chirurgien. Hein. Moi, je ne peux pas couper la peau de quelqu'un, ça me fait peur. C'est sûr. Mais ouais, c'est bien, tu as une approche... toi, tu viens d'une institution de base, mais aujourd'hui, tu craches pas sur le domaine... mais au contraire. Voilà, retail, voilà, on va dire... Je sais pas, après, on peut se professionnaliser même en étant un retail. Mais tu vois, nous on est 4. Chez nous, on est 4. Dans les 4, les 3, ils n'ont pas fait d'études de finance. Okay. Aucun des 3. Ils ont appris, c'est des anciens élèves à moi. Ils sont devenus confirmés, ils ont fait leur vie. Je les ai retrouvés. Et en les retrouvant, dans le sens où on ne s'est jamais perdu de vue, mais voilà, on s'est dit, tiens, un jour, les gars, on fait un truc ensemble. Et on s'est dit, allez, vas-y, on le fait. Ouais, ton but, c'est de véhiculer le message, voilà. Ouais, et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de beauté à partir de zéro et à y arriver, parce que c'est encore plus dur. Parce que quand tu es en institution, tu as tes diplômes, tu es en institution, on t'apprend, il y a toujours des gens autour de toi qui vont t'apprendre. Quand tu es tout seul, il n'y a personne qui t'apprend. Il n'y a que des gars comme toi qui vont montrer ce qu'ils font, qui vont dire, les gars, moi aussi je suis parti de zéro, moi aussi je me suis pris cette taux-là et cette taux-là, j'ai fait plus ça et je fais plus ça, écoutez-moi, faites comme moi. Quoi. Après, le problème aussi, et tu le sais, tu es sur les réseaux, ça aussi. Il y a beaucoup, moi j'en vois de temps en temps, des traders institutionnels qui ont fait 5 ans, 10 ans, et puis qui crachent sur des gens comme moi, qui partent de zéro, qui ne sont pas forcément dans des études finance, qui ont eu des métiers, mais complètement qui n'ont rien à voir. Et ça, je trouve dommage, parce que ça fait une espèce de guerre, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Pas de guerre, Au final, on peut tous, je pense, bien s'entendre, la preuve avec toi. Ouais, on ne se connaît pas depuis longtemps, bien sûr, mais on peut très bien s'entendre et avoir un discours qui est complètement différent, mais ne pas se faire la guerre. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, un peu, toi qui es aussi sur YouTube, ce côté friction. Voilà, institution, retail, toi, t'as pas du capital, moi, j'ai les outils, toi, tu connais rien, machin. Je trouve que c'est un peu dommage en 2024 d'avoir ce côté mentalité. C'est déjà dommage parce qu'aujourd'hui, les outils sont les mêmes que tout le monde. En 2000, t'aurais pu dire, attends, moi, j'ai un Bloomberg, j'ai un machin, toi, tu les as pas. Mais aujourd'hui, on a les mêmes choses. Donc, on part sur la même ligne. Ceux qui sont jaloux, mais effectivement, on est sur les réseaux. Que ce soit sur le trading où tu vas poster une vidéo, il y a un mec qui va t'insulter, il y a un mec qui va dire des trucs qui n'ont rien à voir. Ils ont du temps à perdre.
Moi, pour moi, c'est les gens qui vont cracher sur les autres, qui vont dire des trucs. C'est eux qui ont du temps à perdre. Si ça leur plaît pas ce qu'ils voient, ils ont qu'à pas regarder. Et puis c'est tout. C'est exactement ça. Donc le trader en institution, s'il crache sur les autres, c'est que lui, il y arrive peut-être pas, tu vois. Ou peut-être qu'il a passé 10 ans à être assistant d'eux, à faire que machin, mais voilà, ça a jamais marché pour lui. Les gens qui ont du succès, en général, et qui sont partis de zéro, ils ont beaucoup de respect pour les autres. Là, c'est ça, bah oui, de toute façon, ça, je te confirme là-dessus. Ouais, donc il n'y a pas de raison. Après, il y a toujours des revanchards, il y en a toujours qui pensent que ce sont des mecs uniques et qu'ils sont les seuls à être traders, ils sont les seuls à machin. Non, c'est pas vrai. Et tu penses quoi on va dire, du trading à l'étranger, tu vois, style, les États-Unis. Alors, nous, on traite beaucoup les marchés américains. Okay, ouais. Donc, le trading en tant que tel, c'est-à-dire le mot trading aux États-Unis, les gens, ils vont dire « Ah, moi aussi, je fais du trading. Okay. » Et c'est génial. Mais c'est structurel, c'est-à-dire que c'est dans leurs études. Parce que les Américains, ils n'ont pas de retraite. Donc, ils vont placer leur argent sur les marchés financiers, donc ils ont besoin de savoir comment ça marche. Nous, moi, j'ai des enfants, ils progressent dans leurs études. Je suis désolé, je regarde leurs cours, il y a toujours personne qui leur explique ce que c'est qu'une banque centrale. Pourquoi est-ce qu'on applique un taux ? Mais des choses essentielles dans la vie de tous les jours où n'importe quel salarié devrait se dire aujourd'hui, est-ce que je change de boulot ou pas ? Attends, non, la configuration n'est pas géniale, je vais rester où je suis, ou bien je change de boulot. Comprendre un minimum, quoi. Est-ce que je vais acheter ma maison maintenant ou est-ce que j'attends que les taux baissent ? Je suis d'accord avec toi. En fait, tu aurais ces clés-là. C'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, et le manque d'éducation et le manque de connaissances, ça fait peur. Et comme ça fait peur, ça en gêne, pour moi, ça génère de la haine, de la colère, de la jalousie. Et justement, qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui te disent trading, c'est de l'arnaque ? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là ? En fait, ils mettent tout le monde dans le même panier. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu parles trading, alors souvent, effectivement, sort des histoires de grands traders qui ont failli faire sauter des banques. Il y a les gens qui se sont fait arnaquer par des courtiers véreux, qui mettent les courtiers véreux chez les traders, qui n'ont rien à voir, en fait. Tu peux pas dire qu'un médecin a tué quelqu'un parce qu'il a fait n'importe quoi, parce que c'est un boucher. Ça veut dire que tous les médecins sont des bouchers ? Non. Alors, je donne beaucoup d'exemples de médecine aujourd'hui, mais j'ai rien. Ouais, non, mais. Mais j'essaie de trouver des hommes. Voilà, c'est ça, pour que les personnes se projettent un peu. C'est pas parce que tu as un camion qui a fait un accident sur la route que tous les camions font des accidents sur la route. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de faire des généralités. Et il faut avoir l'intelligence de chercher. Et pour moi, ceux qui perdent, c'est ceux qui vont pas chercher et qui sont là en train de critiquer tout le monde. Ceux qui ont gagné et qui ne sont pas dans l'échec, c'est ceux qui, même s'ils n'y arrivent pas encore, sont allés se former, sont allés sur les sites internet pour savoir comment ça fonctionnait, ont regardé ce que tu faisais dans les gestions des risques, etc. et ont essayé d'apprendre. Si la finalité n'est pas encore là, c'est-à-dire le résultat, ils ont déjà gagné parce qu'ils sont allés s'intéresser aux choses. Et pour moi, c'est dans la vie de tous les jours, c'est comme ça en fait. Quel que soit le métier, il y aura toujours des gens qui sont haineux, qui vont cracher sur toi, etc. Ouais, ça c'est sûr. Donc nous, il y en a, dès que je poste une vidéo, il y a toujours un mec qui met un truc. J'en ai aussi, t'inquiète pas. On se les partage, ça se trouve, c'était les mêmes. Tu sais ce que c'est ? Moi, je m'appelle Poutine dans ces cas-là, je suis un dictateur, je fais ce que je veux, et hop, c'est parti, quoi. Donc avant de poursuivre, sache que j'ai un Telegram, et il est entièrement gratuit. Je partage à l'intérieur des suivis de mes trades, et surtout, on trade en live sur les marchés avec la communauté. C'est simple. Pour le rejoindre, tu cliques sur le premier lien dans la description. Et si tu repenses dans tes débuts de trader, qu'est-ce que tu pourrais changer aujourd'hui en 2024 si tu aurais pu refaire ta carrière ? Qu'est-ce que tu aurais changé ? Si j'aurais pu refaire ma carrière, je l'aurais peut-être fait un peu différemment. Ok. Effectivement. Je serais peut-être parti sur d'autres produits. Après, la vie, c'est que des choix. Oui, c'est sûr. Alors tu les regrettes pas, choisir, c'est renoncer. Non, je regrette aucun choix. Ouais, c'est ça. Je regrette aucun choix. T'assumes complètement. Ouais, tout à fait. Je regrette de ne pas avoir écouté ceux qui avaient un peu d'expérience et qui me parlaient. Parce que quand on est jeune, en fait, on va vite, on veut aller trop vite. Et souvent, c'est le défaut, je sais pas si tu vois la même chose chez toi, mais c'est souvent de l'impatience. Les gens, ils vont beaucoup dans du sprint, en fait. Ils veulent du sprint, en fait. Mais du sprint, t'as pas grand-chose. C'est-à-dire que ceux qui font des propres firmes, ils viennent d'être validés. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent 2 fois plus de taille, 3 fois plus de taille. Ils prennent des risques qu'ils prenaient pas avant. Ils veulent le gros payout, voilà, c'est tout. Ils ont fait toute la montagne et ils se jettent de la montagne avant d'arriver aux 3 dernières marches. Donc c'est dommage. Donc se donner un peu de temps, c'est cette impatience. Et moi, en fait, si j'avais des choses à refaire, peut-être que je serais parti un peu plus à l'étranger. Ok. Ça aurait été sympa. Parce que c'est vrai que... Ça t'a manqué, tu penses, un petit peu manqué dans ma carrière, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, du coup, parce que je serais parti ailleurs et j'aurais fait d'autres choses. Le New York Exchange, par exemple, ça t'aurait intéressé de...
Alors le visiter, ouais. Après le aujourd'hui, visiter, nous on trade les marchés américains de notre bureau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais tout. Mais ouais, si tu veux un jour, tiens, on se fait un voyage ensemble. Ouais, non, mais de toute façon, c'est prévu. C'est marrant, ça. C'est prévu, vraiment prévu. Ouais. Mais ouais, voir ça, c'est sympa. Ah ouais. Après, j'ai eu la chance de voir le Matif, qui était le dernier. C'était en 96, j'ai fait un stage au Matif. Et en fait, c'était la dernière corbeille qui existait. Donc, tu voyais les gars qui bougeaient, etc. C'était passionnant. Et quand on dit, au CME, ils étaient 9000. Au CME, le futur américain, ils étaient 9000 avant Internet. Tu dis, mais ça devait être extraordinaire. C'est ça, ouais. C'est un match de foot où on te marque 3 fois contre toi. Et puis là, tu remontes à la remontada. Et puis tu arrives à 4-3. Et justement, est-ce que tu as des vidéos, des reportages à nous conseiller un peu pour les gens qui connaissent pas tout ce qui est salle de marché, institution? Parce que j'ai souvent des demandes, des personnes qui me disent comment je pourrais me projeter et est-ce que tu as en tête... Je réfléchis. Voilà, non, mais est-ce que tu as en tête quelque chose qui pourrait plaire aux gens et qui pourrait aller voir un peu ton milieu à l'époque institutionnel un peu? Il y a des documentaires qui existent. Ouais. Il y en avait un qui était sur Netflix, je crois. Faudrait que je le retrouve. Si ça te dit, je t'enverrai des liens. Ouais, je vais fouiller un peu, je t'enverrai des liens, puis tu pourras le mettre dans les descriptions ou des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment intéressant. Et moi, tu vois, même de si voir j'en comment ça suis marchait pas avant, du tout là-dedans, ça m'intéresse quand même de le découvrir. Mais aujourd'hui, il y a plein de termes. Quand tu parles avec des dinosaures, alors moi j'ai bientôt 50, donc il me reste quelques mois encore à pas changer de dizaine. Mais quand tu parles avec des gens qui ont 60, 70 et qui sont sur les marchés et qui t'expliquent comment ça se passait, il y a plein de termes aujourd'hui, chambre de compensation. Qu'est-ce que c'est qu'un front office, un middle office, un back office? Moi, j'ai vu au Matif, au front office, c'est tous les mecs qui sont autour du truc et ils se parlent, ils ont le téléphone, etc. Middle office, c'est ceux qui passent le ticket. Et puis back office, ils sont derrière, ils voient même pas la corbeille. Et puis, ils vont voir le back office de Indo-Suez ou de Paribas, etc. Et disent, tiens, on a acheté ça, etc. Ce qui était marrant à cette époque-là aussi, c'est qu'il y avait des erreurs. Donc, t'achètes à un gars, ils sont 150 ou 200 dans la corbeille, ils se regardent. Donc, tu sais, au bout d'un moment, quand t'es 200 dans une boîte et tu les vois tous les jours, tu sais lequel fait des grosses tailles, lequel fait des petites tailles. Il y a des mecs qui se font... j'ai discuté avec un qu'on a interviewé qui est très sympa. Il me dit, on se faisait des demi, c'est-à-dire, moi, tiens, je tente et puis je mets l'argent à ta place aussi. Et puis, si on gagne, on fait moitié-moitié. Donc, c'était que des relations humaines et des relations à la confiance. C'est ce qu'il n'y a plus maintenant, en fait. Ouais, ça n'existe plus. En fait, il n'y a plus de relations humaines parce qu'on est tous, c'est pas de notre faute, on est tous derrière un ordinateur. Donc la relation humaine, elle est recréée par des Discord, elle est recréée par des communautés, elle est recréée par des YouTube, des choses comme ça. Mais c'est vrai que cette relation humaine, elle tend à disparaître. Et est-ce que quand tu étais en institution, parce que on a tous vu le loup de Wall Street, pas forcément une référence sur tout, mais est-ce qu'il y a le côté un peu quand vous gagnez de l'argent, bien joué, ça pète dans tous les sens, tout le monde est content, ça fait un peu la fête ou pas du tout? C'est vraiment un mythe. On n'a jamais jeté des nains sur une cible. Ah, ça me rassure quand même. J'avais pas de drogue dans mon tiroir. Ouais, voilà. Mais on a fait des belles fêtes, je te dis, quand ta boîte, elle loue un TGV pour aller dans le sud de la France et pendant un week-end, on fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est all-in, quoi. On est seul sur une île. Il y a une petite île dans le sud qui appartient à Ricard, qui s'appelle l'île des Ambiers. Et on était dessus et on avait un séminaire de toute la boîte. Et chacun avait des couleurs. Un mec qui était déguisé en rose avec des bas roses. C'est le directeur juridique. D'accord. Il se balade comme ça et tu te demandes ce qu'il fout là. Le patron, il a fait des billets à son effigie. C'est génial. C'est des beaux souvenirs que t'as. C'est une belle expérience que tu as eue. Et aujourd'hui, ça existe encore. Tu penses, c'est ça que j'allais te poser la question. Est-ce que ça existe encore, tu penses? Ça existe encore. Il faut tomber dans des boîtes un peu humaines, des boîtes qui aiment bien, parce que ça dépend du patron, qui pousse un peu ses salariés, etc. Alors, est-ce que ça avait existé dans le trading? Je ne sais pas. Ça va exister pour moi dans les startups, dans les nouvelles technologies, dans les choses comme ça. Mais ouais, ça existe encore. Mais est-ce que forcément un patron d'une banque comme tu as été est forcément été un trader avant ou pas du tout? Non, pas forcément. Ouais, pas forcément. Pas forcément. Donc, on ne demande pas une expérience en institution. Parce que je le vois souvent. Sur le trading? Ouais, sur le trading, quand même, pour être un patron comme ça d'une grosse firme. Il faut savoir que les gars qui viennent à ce poste-là, ils réfléchissent x100 par rapport à nous. Okay. Ils vont à une vitesse de malade, ils savent énormément de choses. Ils sont boostés. Alors, est-ce qu'ils sont limitless, le film? Je ne sais pas si tu l'as vu, Cacheton, etc. Mais t'as un doute. Pour booster son cerveau à 100%, alors que nous, il est boosté à 1%, tu vois. Mais ça, je sais pas. Mais ils savent énormément de choses. Ils viennent souvent du contrôle, c'est-à-dire des enquêtes. Ils viennent pour te taper dessus un peu, non? Non, ils viennent pas pour taper dessus, mais quand tu es dans un poste genre contrôle de gestion ou quand tu fais de la surveillance, tu es obligé de connaître tous les métiers de la banque.
Parce que tu vois tout ça. Après, les gars qui font ces produits-là, il y en a qui étaient... moi, j'en ai croisé un qui était assez fort, qui faisait du trading, mais qui faisait des mathématiques, et puis qui a commencé à créer, à lancer des produits dérivés, et à se dire, tiens, c'est ça qu'il faut faire, et il les a mis en bourse, et les gens ont adoré, etc. Mais c'est comme dans les entreprises. Il y a plein de gens qui lancent des produits, et qui ont plein d'idées, et il y a des fois, ça explose et c'est génial. Et là, pour le coup, le gars, il a sorti le produit du siècle. Et puis, il y a des fois, ça marche pas, ça fait un flop. Mais il peut y avoir quand même un conflit d'intérêt, t'es d'accord avec moi? Quelqu'un qui est patron d'une grosse firme comme ça, institutionnelle, et puis qui en plus lui trade, il peut y avoir il n'y a pas un blocage là-dessus quand même? Même pour toi, en tant que trader institutionnel, tu avais le droit de trader en fonds propres? Non, tu n'avais pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Et chaque année, tu dois donner la liste des comptes, de tous les comptes que tu as. Ah oui, carrément. Et après, eux, ils s'adressent aussi à la Banque de France, parce qu'ils ont une relation directe. Mais tu donnes ton identité et tous les comptes que tu as. Moi, je devais chaque année donner l'intégralité de mes comptes que j'avais, même les comptes livrés ou machin. Si tu le numéro au nom de ta femme, ça va? Ça, c'est les astuces après. Voilà, ta femme. Faut peut-être pas la donner, faut peut-être couper ça. Ta femme, il faut voir comment tu t'entends avec elle. On sait jamais, mais voilà, ta femme, ta mère, ta sœur, tout ce que tu veux. Ouais, t'as quand même une enquête sur toi un peu quand tu rentres dans l'institutionnel. T'as un conflit d'intérêt. C'est ce qu'on appelait les Golden Boy en 1980. Tu vois, les gars, ils n'avaient pas forcément de talent, mais ils s'arrangeaient avant. Tu savais qui passait des grosses tailles. Et donc, dès que le mec il commençait à acheter un lot, toi, t'achetais vite. Et puis après, il envoyait 500, 1000, 2000, 3000, 5000 lots. Ça montait. Et puis quand il avait terminé, il se retournait, l'autre il revendait et puis ils avaient fait leur point. Ah ouais, la vache. Et c'était sûr, tu vois, c'était des trades tout seul. Et dans tes anecdotes, t'as déjà eu des journées où t'es parti en vrille complètement? Ou peut-être un de tes collègues, à l'époque. Tu vas peut-être le couvrir par dire c'est un collègue, c'est pas moi. C'est pas moi. En institution, c'est difficile de partir en vrille. T'es surveillé. Okay. Donc ça, malheureusement, c'est vrai que on aime bien ces histoires-là, mais elles sont difficiles. Ouais. Quand t'es seul, oui. Ouais. Quand t'es tout seul, t'as pas de gestion de risque derrière toi. Oui, ça arrive à partir en vrille. Ça arrive de mettre des grosses tailles. T'as connu des fins tragiques quand même, des choses tragiques un peu dans ce domaine? Ouais, j'ai pris des bonnes tôles. Ouais, j'ai pris des bonnes tôles. J'ai pris des tôles qui m'ont remis en place en fait, et qui ont fait que je veux plus les connaître. Donc ça, c'est plus jamais. Et en fait, ce que je veux plus connaître, c'est pas le montant forcément qu'on a perdu. Ouais. Ce que je veux plus connaître, c'est la sensation que ça t'apporte, le mal-être que ça t'apporte. Tu vois bien que quand tu prends une paume et que c'est de ta faute, tu vas pas dormir la nuit, tu vas y penser. Pour peu que c'est vendredi, ton week-end il est mort. Tu fais ça aujourd'hui, juste avant les fêtes, tu passes des mauvaises fêtes. Pardon. Donc, tout ça, c'est... je pense que ça te remet en place. Ça, c'est essentiel. Et quand tu sais que c'est de ta faute et que tu as fait exactement ce qu'il fallait pas, le marché, il va pas dans ton sens, tu renforces. Mais tu avais des jours, justement, comme ça, où tu aimais plus ou moins être sur les marchés, et d'autres où tu sais que... Parce qu'on dit souvent, dans le domaine retail, lundi, faut pas trader, vendredi, faut pas trader, donc il te reste mercredi, jeudi, vendredi, pour un peu que tu aies une annonce économique ou un taux d'intérêt entre deux, tu traites pas. Est-ce que ça, tu penses que c'est vraiment un mythe? Parce que je l'entends souvent, moi, de traders qui sont sur YouTube. Faut pas trader les semaines de NFP, faut pas trader le lundi, faut pas trader le vendredi, faut pas trader juillet-août, parce qu'il y a... Mais ça veut rien dire, tout ça. Tu trades jamais, en fait. Non, je te pose la question, toi qui as été... Non, je te dis pas à toi, mais je dis... moi, je trade juillet-août, lundi, mardi, vendredi, moi, je pense que tu trades la même nuit les semaines NFP, tu vois, il n'y a pas de souci, moi. Non, en fait, je pense qu'il faut que tu connaisses le style de marché que tu vas avoir. Et c'est ça qui est important. Si dans ta semaine, tu as l'NFP, tu sais que c'est le premier vendredi du mois, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de stats, etc., tu te tapes des algos, des ranges, des vichets, des machins, donc tu vas jouer avec ça. Après, il y a quand même aujourd'hui un avantage, c'est que de ton ordinateur, tu touches tous les marchés. Ouais. Donc tu peux très bien faire du gold, tu peux faire des devises, tu peux faire des actions, des indices, des comos, tu peux traiter plein de trucs. Aujourd'hui, le café, c'est l'or noir, tout le monde en veut. Ouais, c'est ça, Tu peux positionner des petites tailles sur le café, ça commence à monter, tu renforces en positif, tu te mets des stocks, des machins. Donc tu as toujours des choses à faire. Maintenant, si tu arrêtes de trader, c'est dommage. Sur du scalping, parce qu'il y a plein de façons de trader différentes, sur du scalping court terme où tu cherches un peu de volatilité, effectivement, moi j'ai remarqué que le mercredi, pour moi, c'est pas une super journée. Dans tes stats, parce qu'il n'y a jamais de stats le mercredi, et qu'il n'y a pas de stats économiques. Le lundi, ça va plutôt pas trop mal, c'est plutôt calme. Voilà. C'est la reprise, un peu, les gens se placent. Ouais, c'est la reprise, t'as pas de stats non plus. En général, les stats, c'est mercredi et c'est mardi, jeudi. Ouais, jeudi, vendredi, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est des bonnes journées. Vendredi après-midi, en général, c'est plutôt pas mal. Donc, tu recommandes quand même aux personnes qui écoutent. En fait, parce qu'il y a beaucoup, ils ont peur. Tu sais, annonce économique, ça fait peur.
Et je pense qu'il y a juste la pense que manière de l'aborder. Voilà. Je pense que les gens, ils ont je pense peur que parce c'est qu'en ça. fait, ils vont tout prendre de la même façon. C'est-à-dire que si tu traites, je sais pas, tu traites avec de l'eau. Eh ben, ils vont traiter avec de l'eau des moments où il y a un range, et ils vont traiter avec de l'eau des moments où il y a beaucoup de volatilité. Et en fait, ils vont jamais s'adapter. Faut s'adapter au terrain. Quand tu conduis ta voiture et qu'il commence à pleuvoir et qu'il fait nuit, etc., bah, tu mets tes phares, tu mets tes essuie-glaces. En fait, il faut arriver à s'adapter au terrain. Tu allèges tes tailles ou tu vas prendre des stops. Quand il y a de la volatilité, moi, je réduis les tailles et j'allonge les stops. Voilà, je vais chercher plus de points aussi. Je vais pas m'arrêter à 10, 20 ou 30 points. Je vais aller chercher plus de points parce qu'il y a plus de points à donner. Donc, le marché va me donner. Donc, si tu t'adaptes au marché que tu as et que tu anticipes avec une bonne préparation, un bon morning meeting, tu sais à peu près comment les marchés vont bouger. En dehors de la news globale macro qui va arriver ou de l'événement où, dans pas longtemps, on va se taper ça encore pendant 4 ans, c'est les tweets de Trump. Ah, oui. Alors, il a plus de tweets parce qu'il a créé son propre réseau social. Ouais. Mais moi, je me souviens Trump. Moi, je vous donne juste un conseil. Avant un G7 ou un G20, c'est le week-end, le G7 et le G20. Faites gaffe, sortez les pauses, quoi. Vous mettez des stops partout parce que s'il commence à rentrer, il a commencé à faire le tour du monde à cause de ça, à rentrer dans une guerre commerciale avec les Chinois. Ouais, c'est ça. Et ben, un coup, il va bien s'entendre avec eux, un coup, il va s'entendre Puis plus. le marché, il a un impact tout de suite. Je suis sûr qu'il a un pote qui est en salle de marché et qui s'occupe de lui juste avant, quoi. C'est pas possible. Ouais, tu penses ça, c'est pas. Quand il balance un tweet, ça fait 20-30 points. Ouais. 20-30 points sur Elon la Musk S&P. aussi, hein. Regarde, quand il fait un tweet Ouais. aussi sur le Dodge ou toi, ça bouge énormément. Donc tu penses que ces mecs-là, Je sais pas avec si avec ce le serait pouvoir dommage. qu'ils ont, tu penses sont capables de Ils ont derrière faire un tweet et se placer juste avant, ouais, tu penses Alors, que c'est... J'ai envie de te dire que c'est un peu comme les particuliers qui se disent tiens, je suis sûr que là, ils sont venus chercher nos stops à nous. Et après, je pense qu'on est trop petits et que c'est des petits montants pour eux. Je pense pas que ce soit ça qui les intéresse. Mais ce serait dommage de s'en priver. Ouais. Donc, Musk, voilà, il a tout l'argent qu'il veut. Oh bah lui, Il a des entreprises dans tous les sens. Est-ce qu'il va s'amuser en plus ou pas? Je dis pas que acheter une taille importante de Dodge, de faire des déclarations coup après coup pour faire, bien entendu, monter le produit, et puis quand il est bien monté, refaire une petite déclaration positive pour solder la pause parce qu'il faut quand même de la liquidité en face, il le fait pas. Mais c'est pas le principe, c'est pas le principal de son activité. Ok, Voilà. ok. Donc ce serait dommage de pas le faire. Ouais, c'est Moi, sûr. si j'avais Trump en client, Ouais. je préfère être le courtier de Trump qu'un trader avec sûr. 100 millions. Hein. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu penses un peu de la crypto? Est-ce que tu es dans ce domaine ou pas du tout, ou est-ce que tu... Alors j'ai raté le virage, très honnêtement. Ok. C'est-à-dire que j'ai vu le Bitcoin à 300 et j'ai vu pas mal de choses. J'ai raté le virage à une époque. J'y croyais pas trop parce que ça reste un marché de gré à gré. Quand ça a commencé à venir sur le marché des futurs, quand ça a été accepté par le CME, je me suis dit, tiens, ça commence à gratter un petit peu. Je suis allé voir des copains qui sont à Londres en salle des marchés, qui ont créé un fonds, qui ont 70 millions sur les cryptos, voilà, qui m'ont montré déjà des arbitrages. C'était tellement facile, mais c'est un gamin, moi j'ai un gamin de 14 ans, je lui montre ça, même le petit de 2 ans et demi, il s'éclate, quoi. C'est-à-dire que l'arbitrage, c'est quoi? T'as crypto.com, t'as Binance. Voilà, le Bitcoin, il vaut 20 000 d'un côté, 20 500 de l'autre. C'est ça. Bah, t'en achètes un, tu vends l'autre. Ouais. Et puis tu fais ton netting. Donc ça, c'était facile. Les professionnels de la finance commencent vraiment à arriver sur ce marché, les algos aussi, donc c'est commencé un petit peu plus compliqué. Mais moi, je trouve que dans toutes les révolutions qu'on a vues, que ce soit le Internet, que ce soit... il y a toujours, dans une révolution, quelque chose qui va rester. Mais tu y crois quand même à Moi, j'y crois. l'explosion du BTC, de Explosion, l'ETH. je pense qu'il a déjà bien explosé. Ouais, 108 déjà. Ouais, 108, Après, ouais. est-ce que il va aller à 1 million? Bah, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut en acheter aujourd'hui et le garder jusqu'à là-bas? J'en sais rien. Voilà, si j'avais mis 5000 balles sur Nvidia en 2010, Ouais, j'aurais c'est sûr. 5 millions. Ah bah ouais, c'est sûr. Donc voilà, tu sais pas. Ah ouais, tu sais pas. Après, l'idée de crypto, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais l'idée de crypto, c'est d'essayer de moi, je suis prendre. dedans, moi je suis full crypto. Ouais. Voilà, bah tu prends Ah quoi? ouais. Tu prends des petits trucs en disant ça va faire x100 ou x200 ou x1000. Après, je suis long terme. Moi, tu vois, je Ouais. suis quelqu'un aujourd'hui, tu vois, tout ce que j'ai investi, j'ai pris 0 pour l'instant. Mais tu les mets sur quoi? Sur des portefeuilles, sur des Binance, des trucs comme ça? Non, Binance, j'avais, mais j'ai arrêté, tu vois, avec CZ qui s'est fait un peu. J'ai tout enlevé, j'ai mis Ledger et après j'ai plusieurs échanges, tu vois, crypto.com. Après, j'ai du Trust Wallet, du Metamask, du Phantom. J'ai mis un petit peu partout. Moi. Je suis quelqu'un qui. Mais pas dans la même chose. Tu fais une formation sur crypto? Non, pas forcément, parce que Tu me dis le jour tu où vois, tu fais. les que moi, marchés, en fait, si tu veux, les marchés, pour moi,
crypto, je fais full trading, tu vois. Je sais pas D'accord. après si tu es d'accord avec ça ou pas, mais je le traite beaucoup, tu vois. Après, je l'investis moi-même pour moi en long terme, mais c'est vrai que je suis plus dans le côté formation trading que dans le formation long terme, trouver la petite pépite, comme on dit, que qui tu vient de buy and sortir. hold, tu Ça verras m'intéresse dans 2 pas. ans. Puis c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Ouais. Tu vois, Ouais, surveiller c'est clair. tous ces marchés-là. J'ai pas forcément le temps, avec toute mon activité, de me concentrer sur le x100, le x200. Parce que je commence à avoir des écrans, il y a des graphiques partout, il y a des trucs partout. Ouais, mais c'est vrai que j'ai déjà pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que... Mais la crypto, par contre, j'y crois dans un très très long terme. Il faut que ça soit accepté par la population. Il faut vraiment que. Pour moi, ça l'est. Hein. Enfin, qui ne connaît pas quelqu'un. Pas encore. Mais qui ne connaît pas quelqu'un qui a fait au moins une fois de la crypto? C'est ça. Tout le monde. C'est ça. Mais je pense que ça manque encore un peu de croyance. Ouais. Trump va arriver avec ses gros sabots. Ça a déjà bien boosté les choses. Mais... Je pense que c'est pas fini. C'est le début. Après, aujourd'hui, on est sur un système monétaire qui est basé sur l'euro pour faire des échanges qui est surendetté. D'ailleurs, tu vois, l'euro numérique, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? L'euro numérique, pour moi, on y est déjà. C'est-à-dire que plus personne n'a d'espèces. C'est ça. Donc l'euro numérique, c'est de savoir où sont tes euros à toi. Donc est-ce que tu les as mis à Maurice? Est-ce que tu les as mis aux Seychelles? Voilà. C'est des placements que t'as fait ou pas? Mais ouais, c'est vrai que c'est... En fait, le problème de la crypto, c'est que vu que c'est décentralisé et que l'État se prend rien du tout, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, aujourd'hui, c'est un peu de l'évasion, on va dire les choses. Ouais. Et c'est vrai que là, je sens que ça commence à arriver un peu sur l'État français. Il commence à se dire, bon, comment on va faire pour réguler un peu tout ça? Parce qu'on prend pas de sous pour l'instant. Ça fait peur. Le problème. Ça fait peur aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, pour les banques et tout, ils sentent quand même qu'il y a... ils perdent une partie du business. Hein. C'est ça, il y a quand même derrière une grosse organisation. Alors après, c'est vrai qu'on le rappelle, il y a beaucoup d'arnaques aussi, faites attention. Ouais. C'est vrai que les nouveaux projets, comme tu as parlé, si t'es pas dedans et que tu sors pas vite, je pense que tu as quand même beaucoup plus de chances de te faire avoir que de vraiment, malheureusement, par rapport au domaine du trading, qui est beaucoup plus... tu vois, je pense vraiment... c'est plus établi, mais... Ouais, c'est ça, c'est plus établi, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Je pense qu'avec ton expérience, toi aussi, t'as peut-être été dans des groupes, des choses comme ça, t'as peut-être déjà vécu, je sais pas, des expériences un peu mauvaises comme ça dans le trading, des mauvais placements, quelqu'un qui... Ouais, t'as vécu un peu, tu peux nous raconter un petit peu une expérience comme ça? Personnellement, j'ai déjà fait... j'ai participé à la mise en place d'un site internet sur le trading. J'étais un peu jeune, donc sur les entreprises. Donc on avait tous mis un petit peu d'argent. Bon, le gars, il est parti avec l'argent pour s'acheter des serveurs qui coûtaient 10 fois moins cher que ce qu'il nous a payé. Des petits trucs comme ça, quoi. Mais sur la finance, moi, j'ai des gens, et j'ai même des copains qui m'ont appelé en me disant, tiens, j'ai envoyé de l'argent chez un courtier. Il m'a dit que si je voulais récupérer mon argent, il faut que j'allais renvoie plus. Je dis, mais c'est quoi ces histoires? Il me dit, parce que on a pris des engagements pour vous, monsieur, et pour libérer ces engagements, il faut nous renvoyer de l'argent. Je dis, laisse tomber. L'argent que tu as envoyé, tu le reverras jamais. C'est ça. Donc, des gens qui se sont fait arnaquer, malheureusement, j'en connais. J'en ai vu. Moi, ça m'est pas arrivé parce que on était très institutionnalisé. Donc, et puis, je te dis, on n'a pas le droit d'avoir de compte ailleurs. C'est quand je suis passé en retail, quand j'ai fait trader pour compte propre, là, j'ai découvert pas mal de choses. Ouais. Mais, faut se méfier, faut faire attention, faut demander autour. Faut demander, toi, t'as une belle communauté, donc les gens. C'est sûr, je pense que c'est assez bienveillant, surtout. Voilà, c'est ça. Je pense que t'es assez. Mais ça t'a jamais intéressé de monter un hedge fund, tu vois, quelque chose. Vraiment de passer au next level, tu vois. C'est vrai que t'as été dans l'institution. On a déjà. T'as travaillé. Ah oui, d'accord. Ok, non, je savais pas. Je savais pas. En fait, on gère pour des privés. Okay. Parce qu'en fait, dans la gestion, tu as ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Ça, c'est très réglementé, très compliqué. Et puis, tu as la gestion pour fonds privés, qui sont des gens qui ont une certaine taille et qui souhaitent avoir un petit peu de gestion. Et ces gens-là, ils mettent à disposition, via des contrats tout bêtes, des choses comme ça, des délégations de trading. Et c'est quoi un peu les rendements que tu peux proposer? En fait, un rendement, il va dépendre du montant qu'on va te donner. Donc, c'est vrai que plus tu as un petit montant, plus les rendements sont importants. Plus tu as un montant important, et moins les rendements sont importants. Ouais. Mais on va faire je dirais dans les 15-20% par an. Voilà, sur des montants importants. C'est déjà bien, ouais. Et ça te prend beaucoup de temps de t'occuper de... Non, parce que c'est des produits... C'est une activité que tu as fait en plus. En fait, tu vois, c'est comme toi, tu regardes les marchés tout le temps. Donc, tu vas avoir une opération sur du très court terme, mais si tu allonges un petit peu ton graphe, tu vas dire, tiens, ça, je connais. Et je sais que ça va continuer. Donc, ça ne te prend pas beaucoup de temps parce que ça fait partie de ton activité. Donc, tu fasses du scalping ou du plus long terme, tu analyses les marchés toute la journée. Donc, tu restes dans ton secteur d'activité. Et est-ce que tu penses un jour que tu arrêteras les marchés? Non.
T'envisages même à pas la du retraite, tout pour non. l'instant, ouais. Non, c'est une passion. Ouais, c'est c'est une génial. passion. Bah ouais, c'est De toute façon, génial. je le sens quand tu transmets. Après, quand tu vois ça se les sent. produits, ils évoluent. Moi, en juillet 2000, c'était pas les mêmes produits. Aujourd'hui, ils ont sorti les 0 DTE, dont on adore les options là. Donc, tu continues quand même de te former aujourd'hui. Bien sûr, c'est mais ça, je me ouais, forme ouais. tout le temps. Ouais, c'est ça. Moi, je me forme tout le temps. Mais mes camarades qui sont plus jeunes que moi, ils ont eu besoin de se former sur d'autres produits. Ils viennent me voir. Tiens, j'ai vu une récurrence. Nous, on a des stratégies à l'Open US. Bah, c'est un de mes gars qui m'a dit attends, j'applique ça, ça marche trop bien, regarde. Et je le fais systématiquement. Et ça, écoutez bien, Nicolas, ouais, quand tu dis ça, voilà, il a bientôt 50 ans, t'es encore jeune. C'est merci. Voilà. Et regardez, à 50 ans, parce que souvent on me pose la question, est-ce que tu penses, Seb, qu'un jour, faut arrêter de se former, faut arrêter un petit peu d'être au goût du jour de ce qui se passe dans les stratégies ou encore, comme tu le dis dans les... Bah voilà, Nico, voilà, t'es la preuve qu'à 50 ans, bah, il se forme encore de l'évolution, comme tu dis, des actifs, de ce qui se fait. Bien sûr, c'est ça qui est beau, en fait, c'est que si tu te formes n'arrêtes pas, tu jamais de arriveras te jamais. former, en fait. Mais jamais. Ouais, Mais je pense que toi aussi. Ouais, Et se ouais, former, ça veut pas dire prendre une formation chez quelqu'un non plus. c'est pas ça. Ouais. Ça veut dire discuter avec des gens qui sont dans le métier, voir ce qu'ils ont appris. Du partage, alors tu leur as, du voilà, un partage. partage. Bien sûr, les formations, c'est essentiel pour avoir une première base. Les bases. Et après, il faut avoir une belle communauté où tu vas justement échanger avec ces gens-là. Mais ouais, est-ce que tu penses que c'est justement un problème? Parce que souvent, on le dit. Bon, moi, j'ai la chance un peu comme toi, mais voilà, avoir un groupe, ça partage beaucoup. Est-ce que tu sens un peu que le trading, c'est solitaire et qu'on a du mal à en parler entre nous, sans avoir un côté égo? Ouais, tu fais combien? Moi, t'as vu, je fais ça. On sent des fois que c'est un peu le concours, alors qu'au final, c'est toi. Et toi, il n'y a pas de concours, en fait, il n'y a rien à gagner, même si toi, tu fais plus que moi, on s'en fout, au final. Non, parce que tu vois, en fait, c'est quand tu vas regarder l'argent que tu ne vas pas y arriver. Ouais. Le trading, ça fait souvent rire les gens, mais on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour faire des points. On est là pour rentrer pour une raison, sortir pour une raison. Après, c'est la taille qui va changer. Mais si tu commences à réfléchir à l'argent, tu n'y arrives jamais. Et on est allé dîner un soir avec un gars qui était venu nous voir. Et donc, on était tous les quatre. Et donc, on est trois de l'équipe des quatre là, avec qui je trade. Et puis lui, on s'installe à table et puis on part d'un truc. Et on a vu un événement. Est-ce que tu as pris le breakout, le machin? On parle de ça. Et on s'assied à table, il nous regarde et fait, vous avez gagné combien? Et on s'est tous les trois regardés en se disant, mais non seulement on n'a aucune idée, c'est ça. Mais sur cette opération-là, à ce moment-là, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sur le marché, est-ce que tu as vu qu'il avait décalé? Est-ce que tu as vu l'acheteur? Est-ce que ça, tu l'as vu? Et c'est ça qui nous intéressait. Et lui, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il est venu, mais vous avez gagné combien? Ouais, combien? Bah, on sait pas. C'est souvent la question, si tu regardes bien. Ouais. Dans les lives, moi j'ai souvent, tu gagnes combien? T'as gagné combien aujourd'hui? Les gens, ils sont intéressés que par le côté argent. Ouais, c'est dommage. Alors c'est dommage, c'est vrai que c'est ça qui fait vivre et on a tous besoin d'argent. Oui, voilà. Mais c'est dommage parce que si tu t'intéresses plus à comment est-ce que tu l'as fait. Comment tu l'as fait? Voilà, c'est là où tu vas commencer à gagner. C'est ça. En tout cas, je te remercie pour... ce témoignage, on va devoir se laisser, malheureusement. Merci à toi, Seb, c'était vraiment sympa. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre aussi la communauté, de partager en live. Là, on le fait avec Nicolas, mais en tout cas, on a une communauté tous les jours qui se rassemble du lundi au vendredi, même le dimanche, je suis en live aussi, pour ceux qui veulent. Et le côté, c'est bienveillance, pédagogie, pas de vente de rêve, on n'est pas là pour vous faire croire que vous allez devenir millionnaire en trading, c'est vraiment pas le cas et ça arrive, t'as vu, en plus ça n'a pas beaucoup de personnes, mais vraiment le but c'est d'être connecté dans la réalité et surtout de partager avec des personnes comme toi. Donc en tout cas, n'hésitez pas, il y a le lien qui va se mettre directement sur la vidéo et vous le retrouvez aussi dans la description. En tout cas, au plaisir de se revoir. Nico, je vais te laisser sur... en tout cas, je vais te remercier énormément d'avoir partagé cette heure avec moi. Et puis, on va se retrouver bientôt, en tout cas, je l'espère, pour un autre événement. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt.